et bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se lance dans une exploration des statistiques, les bases en fait. On va s'appuyer sur plusieurs vidéos éducatives pour clarifier tout ça. L'objectif, rendre simple le calcul de la moyenne, de la médiane, de l'étendue et aussi comprendre comment bien visualiser les données. On va regarder ensemble comment calculer une moyenne, simple et aussi pondérée, trouver cette valeur qui coupe une série en deux, la médiane, mesurer un peu la dispersion des données, et puis on parlera graphique, bâton, histogramme, barre et même les camemberts. Prête à décortiquer ça? Absolument. Prêt. Parfait. Alors, commençons par la moyenne. C'est souvent par là qu'on attaque, non? Une des vidéos donnait un exemple assez parlant avec un athlète, des sauts en longueur. Pour la moyenne simple, c'est assez direct. On additionne ces 5 performances, 7,65 mètres, 7,72 mètres, etc. Et hop, on divise par 5. Ça donnait 7,118 mètres, si je me souviens bien. C'est exactement ça. Classique, efficace pour avoir une idée générale. Mais parfois, comme vous disiez, certaines valeurs ont plus d'importance, plus de poids. Et c'est là que la moyenne pondérée devient intéressante. Ah oui, la pondération. Oui. Une autre vidéo illustrait ça avec des applications téléchargées. 30 personnes interrogées. Certaines n'en téléchargent pas, d'autres 1, 2, etc. On avait 6 personnes à 0 appli, 8 à 1 appli, 7 à 2. Plutôt que de juste faire la moyenne de 0, 1, 2, 3, 4, 5, on doit tenir compte de combien de personnes sont dans chaque cas. D'accord, on pondère. Exactement. On fait 0 appli fois 6 personnes, plus 1 appli fois 8 personnes, plus 2 applis fois 7 personnes, et ainsi de suite. On obtient un total, ici c'était 60. Et le point crucial, vraiment souligné dans la source, c'est qu'on divise ce 60 par le nombre total de personnes, donc 30. Ah oui, pas par le nombre de catégories différentes, les 6 réponses de 0 à 5. Surtout pas, non. C'est une erreur classique. Donc 60 divisé par 30, ça nous donne une moyenne de 2 applications par personne. Ça reflète mieux la réalité du groupe. C'est beaucoup plus juste, effectivement. Très clair. Bon, passons à la médiane maintenant. Les sources insistaient pas mal sur une première étape obligatoire. Oui, et c'est fondamental. Il faut classer les données, toujours, par ordre croissant. Sans ça, la médiane n'a aucun sens. D'accord. Prenons l'exemple des notes d'Eric. 8, 11, 12, 13, 15, 17, 19. Elles sont déjà triées là? Parfait. Ici, on a 7 notes. C'est un nombre impair. La médiane, c'est pile la valeur du milieu. On compte 1, 2, 3, la quatrième. Donc 13. C'est la note qui sépare le groupe en deux moitiés égales. 3 notes avant, 3 notes après. C'est exactement ça. Et si jamais on a un nombre pair de valeurs, disons qu'Eric a 6 notes. 8, 11, 12, 13, 15, 17. Ah, là, il n'y a pas une valeur pile au milieu. Non. Le milieu tombe entre 2 valeurs. Ici, entre la troisième, 12, et la quatrième, 13. Alors on fait simplement la moyenne de ces 2 valeurs centrales. 12 plus 13, 2 égale 12,5. Voilà. La médiane est 12,5. Et ce qui est intéressant avec la médiane, c'est qu'elle est moins affectée par des valeurs extrêmes. Imaginez qu'Eric ait eu un 0. La moyenne chuterait beaucoup. La médiane, elle, bougerait moins, voire pas du tout. C'est un bon point. On dit qu'elle est plus robuste dans ce cas. C'est le terme, oui. Plus robuste aux valeurs aberrantes. Et pour mesurer la dispersion rapidement, il y avait l'étendue aussi. L'étendue, oui. C'est le plus simple. On prend la plus grande valeur, on prend la plus petite et on fait la différence. Pour les notes d'Eric, de 8 à 19, ça fait 19,8 égale 11. Ça donne une idée de l'écartement maximal des notes, simple et rapide. Très simple. Mais attention, comme elle dépend uniquement des 2 extrêmes, elle est très sensible à une valeur aberrante. Compris. Alors maintenant, la visualisation. Comment on montre tout ça? Une des vidéos parlait de taille de saumon, qui en a des pailles précises, 50 cm, 52 cm, avec le nombre de saumons pour chaque taille. Oui, pour des données numériques discrètes, comme ça, le diagramme en bâton est parfait. Chaque taille a son bâton et la hauteur du bâton représente l'effectif, le nombre de saumons de cette taille. C'est très visuel. Et si on regroupe ces tailles? Par exemple, les saumons entre 50 et 54 cm, puis entre 54 et 58 cm. Ah, là on change d'outil. Si on travaille avec des intervalles, des classes de valeurs, on utilise un histogramme. Ce sont des rectangles, mais attention, ils sont collés les uns aux autres. Ah oui? Collé? Pourquoi? Pour montrer la continuité. La largeur de chaque rectangle représente l'intervalle, par exemple 4 cm de largeur pour l'intervalle 50-54, et la hauteur représente l'effectif dans cet intervalle.
Le fait qu'ils se touchent montre bien qu'on couvre toute la plage de valeurs sans trou. D'accord. Bâtons séparés pour des valeurs distinctes, rectangles collés, histogramme, pour des intervalles continus. Logique. Et si les données ne sont pas des chiffres, comme la répartition des espèces animales vues dans une source, cordées, arthropodes. Alors là, on est sur des données qualitatives, des catégories. On a deux options principales. Le diagramme en barre, un peu comme les bâtons, mais pour des catégories. Une barre par espèce, la Auster donne la proportion ou l'effectif. Et ici, les barres sont généralement séparées. Séparés pour bien marquer que ce sont des catégories distinctes, j'imagine. C'est ça, pour souligner la nature non continue, non ordonnée des catégories. L'autre option très populaire, surtout pour montrer des parts d'un tout, c'est le diagramme circulaire, le fameux camembert. Ah oui, le camembert. Chaque catégorie, espèce, est une part du camembert, un secteur. Et l'angle de ce secteur est proportionnel à la part de la catégorie dans le total. Par exemple, si les autres représentent 32%, on calcule 3200 fois 360 degrés pour avoir l'angle du secteur. Ça donne environ 115 degrés. C'est très visuel pour comparer les proportions d'un coup d'œil. Tout à fait, très efficace pour montrer la structure d'une répartition. Bon, eh bien, ça fait un bon tour d'horizon. On a vu la moyenne simple et pondérée, la médiane, l'étendue, et puis comment choisir le bon graphique, bâton, histogramme, barre ou circulaire, selon ce qu'on veut montrer et le type de données. Finalement, tous ces outils nous aident à mieux lire et interpréter les chiffres qui nous entourent. Exactement. Ils permettent de résumer, de comparer, de communiquer l'information contenue dans les données. Et pour finir, peut-être une petite réflexion, soulevée un peu en filigrane dans ces sources, c'est la question du choix. Quand utiliser la moyenne? Quand préférer la médiane? On a parlé des revenus tout à l'heure. Oui, c'est vrai. Dans une population avec de fortes inégalités, la moyenne des revenus peut être tirée vers le haut par quelques très riches et ne pas refléter le niveau de vie de la majorité. La médiane, elle, donnera le revenu de la personne du milieu, souvent plus représentatif. Donc, au-delà du calcul, il y a toujours ce choix critique de l'indicateur le plus pertinent, le plus honnête, selon ce qu'on cherche à décrire. Analyser des données, c'est aussi ça.